C'est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire FIT sur le thème de l'environnement de travail, l'immobilier et les modèles de management. Ça va durer 1 heure environ. Les participants resteront un peu plus longtemps s'il y a encore des questions. Donc, la contrainte de réaliser nos événements sur webinaire présente tout de même l'intérêt d'augmenter la population accessible hors de la région parisienne notamment, et en fait aujourd'hui même à l'étranger. Il y a donc un certain nombre de participants aujourd'hui qui découvrent FIT France. Donc, voilà ce que c'est. Donc, FIT est l'acronyme pour le Forum de l'innovation technologique et de la transformation. Donc, nous nous intéressons à toutes les facettes, tous les impacts induits par la révolution numérique. Nous organisons des rencontres physiques, normalement, bien sûr, sur les thèmes tels que le RPA, la robotisation des processus, l'intelligence artificielle, le blockchain, les objets connectés, lors desquels les participants peuvent échanger avec des acteurs d'une entreprise qui a avancé, qui, a priori, progresse plus vite que la moyenne. Notre objectif est donc d'attirer, d'alimenter les personnes qui s'intéressent aux transformations de leurs organisations. Et c'est ce phénomène de partage qui nous anime. Il est important de noter que FIT est multisecteur, multifonction. La plupart des associations sont mono-fonctions. Nous ne pensons pas qu'il est vraiment possible de traiter ces sujets en silo. Donc, c'est bien cette volonté de partage qui caractérise notre engagement, qui vise, in fine, à promouvoir la performance des entreprises et organisations françaises. Si cet esprit vous donne envie d'adhérer à l'association, ce serait avec plaisir. Vous pouvez adhérer en ligne sur le site web www.fit-france.org. Un mot sur le programme de nos activités. Nous réalisons 5 ou 6 rencontres par an. Voici le programme pour 2021. Donc, nous sommes au mois de janvier. Management en bas, les nouveaux rôles post-Covid. Nous aurons un événement en mars sur un sujet plutôt entré en matière technologique sponsorisé par Accenture. Il y aura notre 8e rencontre annuelle sur l'impact sourcing, finance à impact, entreprise à impact, en collaboration avec la manifestation organisée par Change Now. En juin ou juillet, il y aura un événement qui me tient à cœur sur le trial and error, je mets mon accent anglais. Le trial and error est une expression anglaise qui est très mal traduite en français, et il y a un sujet culturel presque par rapport à la tolérance à l'erreur. Donc j'annonce déjà l'auteur du livre Les vertus de l'échec, M. Charles Pépin, participera à cet événement que, bien sûr, nous espérons pouvoir organiser en physique. Donc c'est pour cela que la date n'a pas été encore fixée. Le rendez-vous traditionnel d'octobre permet à des binômes start-up entreprises à raconter leur histoire. Ça sera la 4e rencontre du genre. Et alors normalement cet événement, il a glissé en janvier, mais normalement sur le management, la transformation du capital humain, c'est un événement qu'on tient en fin d'année. Donc voilà pour le programme 2021. Bon, le thème ce matin n'est pas uniquement lié à la transformation numérique. Il y a bien sûr une bonne dose de Covid. La pandémie a accéléré la transformation en plusieurs domaines, et nous allons surtout en parler de 2. Le transfert vers le home office et l'impact sur les besoins en immobilier, le changement nécessaire au mode de management dans un contexte plus remote. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Breton, directrice du cabinet Balthazar, membre de l'association, qui a presque tout fait, suggéré le thème du webinaire et organisé les interventions. Je remercie bien sûr nos intervenants. Vincent Moreau, Global Head of Corporate Real Estate Services chez Capgemini, et en deuxième partie, François Claverie, Executive Vice President du journal Le Point.
Dans le chat, vous avez la possibilité d'écrire des choses. Il y a aussi une zone de questions. Donc, moi, je ne vais plus parler. Il n'y aura pas vraiment de conclusion à la fin parce que c'est l'heure de départ au déjeuner. C'est pour ça que je vous ai donné toutes ces explications au préalable. Donc, posez vos questions. Les questions, évidemment, elles sont toutes pertinentes, mais je vais sélectionner celles qu'on va pouvoir poser à Delphine, Vincent et François. Je passe la main à Delphine. Merci à elle pour avoir tant fait pour organiser la matinée. Bravo à elle, Delphine, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Désolée, mais nous sommes encore en full digital et vous êtes probablement derrière vos écrans maintenant depuis 2 heures. Et c'est plutôt emblématique finalement de la presque maintenant année que nous venons de vivre. Pour contrecarrer ceci, nous allons essayer de créer un débat vraiment vivant et interactif autour de 3 mots-clés: l'immobilier, l'environnement de travail et les modèles de management. Et on voit qu'auparavant, ces 3 mots étaient souvent décorrélés, mais depuis 2020, on voit que derrière l'immobilier et le lieu physique, on touche au mode de travail, au modèle de management. Donc, ces 3 sujets sont complètement liés. Donc, durant ce webinaire, nous allons avoir 2 interventions de dirigeants que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans leur réflexion. Donc, Vincent Moreau, je vais le laisser tout de suite se présenter. Merci Delphine. Donc Vincent Moreau, je travaille pour le groupe Capgemini et je m'occupe de plusieurs sujets. Alors je suis en fait le directeur immobilier du groupe, donc je m'occupe essentiellement de l'ensemble de l'environnement de travail et aussi des stratégies d'implantation. Mais on travaille aussi beaucoup sur les nouveaux modèles opérationnels et nouvelles manières de travailler qui rentrent tout à fait dans le cadre de ce séminaire. Et donc François Claverie. Bonjour. Je suis un des 3 dirigeants parts sociaux du Point, puisque nous sommes une direction, nous formons une direction collégiale. Et moi, mon métier est plutôt de m'occuper des revenus issus des lecteurs, c'est-à-dire la vente au numéro et des abonnements, j'y reviendrai lors de mon intervention, et de la gestion générale, la conduite des opérations générales du journal et effectivement sa gestion, son intendance générale, enfin faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Merci François. Je vais me présenter en quelques mots également. Moi, je suis directrice dans un cabinet de conseil qui s'appelle Balthazar. Donc Balthazar, en quelques mots, c'est un cabinet qui a 18 ans d'existence, 60 collaborateurs et qui accompagne toute entreprise qui le souhaite sur des sujets nécessitant une rupture technique, donc une rupture d'organisation, culture client, environnement de travail et humaine, dispositif de change management et de formation. Donc moi, ma spécialité, mon dada maintenant depuis 8 ans, c'est accompagner les entreprises dans tous les secteurs d'activité dans leurs projets d'évolution de l'environnement de travail et de passage sur des modèles en flex office. Donc moi, bien évidemment, cette crise, je la vis comme une opportunité car j'ai plein de nouveaux sujets et de grains à moudre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut se casser la tête sur le télétravail, la new normal, le flex office, les espaces ouverts où l'on ne se voit plus autant qu'avant et où on ne se rencontre plus autant. Donc, on a tous lu beaucoup de littérature, vu beaucoup de vidéos sur tous ces sujets. Et nous, ce qu'on vous propose pour cet événement, c'est finalement de ne pas arriver avec des théories et du prêt-à-penser sur ces 3 mots qu'on vient d'évoquer, l'immobilier, l'environnement de travail, le management, mais plutôt de partager des témoignages extrêmement concrets de groupes et d'entreprises qui ont déjà inventé des modèles et qui sont encore en train de les inventer aujourd'hui. Et ces modèles fonctionnent plutôt bien. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une disruption qui nous porte dans un espace-temps totalement anachronique. On a changé notre rapport aux autres, on a changé notre rapport à nous-mêmes, on a changé notre rapport à l'espace-temps, au travail. Et on n'a pas vraiment de recette aujourd'hui. On n'a pas de théorie, mais on a souhaité plutôt vous partager du vécu. Donc, avant de laisser la parole à nos 2 intervenants, je voulais aussi vous partager quelques convictions que j'ai sur l'environnement de travail, pas très longtemps. Moi, ma conviction, c'est que l'environnement de travail de demain va être beaucoup plus exigeant que celui d'hier. Pourquoi? Parce que avant, si on avait un peu de digital et des bureaux somme toute pas exceptionnels, c'était pas très grave. Aujourd'hui, on voit que le digital occupe complètement l'environnement de travail et que finalement, les collaborateurs ont des outils digitaux très performants. Et comme on vient en bureau moins souvent et pour y faire des choses sensiblement différentes, c'est-à-dire pour plus collaborer, échanger, cela met un niveau d'exigence beaucoup plus fort sur les 2 dimensions. C'est-à-dire à la fois sur la dimension digitale et sur la dimension environnement de travail physique.
Avant aussi, le bureau, c'était finalement le seul lieu d'hébergement de l'outil de travail. Aujourd'hui, on voit que c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a son outil de travail chez soi, on l'a dans des tiers-lieux, on l'a aussi dans le bureau. Donc, si on regarde la pyramide de Maslow, finalement, le bureau a monté sur cette pyramide et il devra être beaucoup plus qualitatif qu'avant et proposer une vraie expérience, autant aux collaborateurs, mais aussi qu'aux clients et pourquoi pas aux candidats et aussi aux citoyens que nous sommes. Enfin, ma conviction, c'est aussi que auparavant, on disait beaucoup que l'environnement de travail devait refléter la marque employeur. Et aujourd'hui, dans les faits, je pense que c'est beaucoup plus exigeant que cela. Le sujet aujourd'hui, c'est pas simplement d'attirer les talents. On vient de vivre des mois avec des bureaux désertés, des restaurants d'entreprise fermés, des contraintes sanitaires difficiles à supporter. Et si maintenant on se projette dans 10 ans, c'est-à-dire qu'on va avoir des générations qui vont être totalement du schéma classique et qui vont être très marquées par le digital et qui vont, pour la plupart d'entre elles, ne pas habiter probablement près de leur siège. Je pense qu'il faudra vraiment leur proposer des lieux affinitaires, communautaires, identitaires, où ils vont avoir besoin de s'y rendre parce que quelque part le choix du lieu, des matériaux, des flux, du design, du degré d'imbrication avec la ville va correspondre à une communauté de valeurs dans laquelle ils vont se reconnaître. Et donc, ils vont avoir besoin d'y aller pour se reconnecter avec un univers auquel ils ont souscrit. Ils vont avoir besoin d'y retrouver les engagements d'entreprise de manière visible à travers l'immobilier, à travers l'environnement de travail. Et on voit bien que demain, si on dit qu'on est une entreprise RSE et bio, il va falloir le voir. Si on dit qu'on est une entreprise sociale et solidaire, on va devoir le voir. Et oui, ils vont avoir envie de retourner au bureau pour y retrouver ce qui fait du sens pour eux et avoir quelque part l'envie de se défoncer pour leur boîte. Donc aujourd'hui, l'environnement de travail est bien plus exigeant qu'hier. C'est pas seulement attirer des talents, c'est donner de l'envie, créer de l'engagement et offrir à la fois un environnement digital et un environnement physique qui est très performant. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent. Donc merci Vincent d'avoir accepté cette invitation et de nous faire partager ton témoignage et ton vécu. Donc je vais te laisser présenter le groupe Capgemini et puis le poids de l'immobilier dans le groupe en quelques mots et puis on va commencer les échanges. Très bien. Merci Delphine. Alors, bon, Capgemini. Capgemini, donc on est groupe du CAC 40, multinational. En fait, c'est un groupe de 270 000 employés, leader des transformations digitales. Donc, en fait, on couvre tout le spectre des activités digitales, commençant par la partie stratégie, l'accompagnement au changement, le conseil, la transformation digitale, l'intégration de services, l'infogérance, l'ingénierie aussi. On a acquis Altran l'an dernier, qui nous permet en fait de répondre de manière complète à toute la palette des demandes, de l'analyse préalable jusqu'à l'exécution, jusqu'à la gestion de toutes les transformations digitales de nos clients. Donc on est présent dans 50 pays. Donc l'immobilier chez Capgemini, c'est un immobilier qui est relativement vaste. En fait, on a à peu près 2 millions de mètres carrés, présent donc dans ces 50 pays. Et on a en fait entamé il y a 4 ans, j'ai joint le groupe il y a 5 ans, un plan de transformation assez drastique de l'immobilier en créant une direction immobilière centrale, j'allais dire régalienne, qui nous permette vraiment d'impulser une transformation, une consolidation de sites immobiliers. L'immobilier, pour nous, ce n'est pas juste les murs, c'est vraiment une plateforme de productivité pour le groupe. Donc, toute notre transformation et tous nos investissements découlent de là. Et on a en fait lancé plus de 200 projets depuis 5 ans qui visaient à consolider le portefeuille et à moderniser le portefeuille. Moderniser dans quel sens ? Sur 3 grands axes qui se sont avérés extrêmement utiles dans la gestion de la crise. Le premier est un axe de bien-être. Alors bon, tout le monde le dit, mais enfin on l'a vraiment formalisé. L'idée était vraiment effectivement d'attirer nos employés dans les bureaux, de faire en sorte que les employés aient envie de venir au bureau. Donc bien-être en termes d'acoustique, en termes de qualité de mobilier, en termes d'implantation de nos différents sites. Un deuxième volet qui est l'agilité, un groupe qui se transforme en permanence, surtout dans les nouvelles technologies, que ce soit en termes d'activité, de projet, de business unit.
Donc l'agilité qu'on découle en termes de flex office, tous nos projets sont en flex office, sans bureau attribué, de manière à pouvoir se reconfigurer très très rapidement. Et puis en termes d'innovation, étant leader du digital, on ne pouvait pas ne pas réfléchir au building et au bureau connecté, et donc avec des transformations sur les outils digitaux par rapport à collaboration, communication des bureaux. Et donc finalement, ces trois axes de transformation de notre immobilier se sont avérés encore plus prégnants, j'allais dire, depuis l'accélération du monde digital. Je m'occupe aussi en fait de la cellule de crise Covid pour le groupe. Et c'est pas des nouvelles tendances qui sont apparues, c'est vraiment une accélération de tendances sur lesquelles on travaille depuis des années. Télétravail beaucoup plus massif, euh, organisation des équipes à distance, relations avec les clients à distance. Tout ça, il a fallu pendant la crise, on a fait un bond de plusieurs années en 6 semaines, et qui, je pense, nous a amené à réfléchir et à valider un certain nombre de modèles qui ont pris beaucoup plus de temps autrement. Donc, on en est aujourd'hui à cette réflexion-là. Et justement, quelles ont été les principales transformations de l'immobilier pour répondre aux enjeux que tu as dû, auxquels tu as dû répondre, à la fois à court terme et puis à plus moyen long terme? Mais pour nous, l'immobilier, c'est encore une fois, comme j'allais le dire, c'est pas tellement les mètres carrés, c'est vraiment plutôt les gens qu'on met dedans. Donc il y a un aspect de productivité, il y a un aspect d'efficacité, d'agilité pour supporter nos activités business, il y a un aspect de représentativité de marque. Donc l'essentiel de nos projets depuis 5 ans ont constitué petit 1 à regrouper l'ensemble de nos différentes entités, puisque Capgemini étant un groupe qui est quand même de taille importante, on avait une multitude de business units ou d'entités légales, donc de regrouper toutes nos activités au sein d'un même site, ce qui permettait à la fois de mutualiser et de concentrer les investissements, de sélectionner des sites qui étaient à proximité, des services et des transports, là encore dans une logique de réduire le temps de trajet pour les employés, dans une logique aussi d'être beaucoup plus proche en fait à la fois des services possibles et puis des trajets que les employés peuvent avoir à faire tous les jours. Et puis de choisir des bâtiments un petit peu emblématiques. Donc on peut donner l'exemple sur Paris, puisque c'est ce qu'on a fait un peu dans tous les pays. On a regroupé l'ensemble de nos six grandes activités sur le bord de Seine, sur le bâtiment qui s'appelle le 147 et ici les Moulineaux. Donc un bâtiment assez emblématique avec des terrasses très ouvertes, en flex office complet, de manière à ce qu'on puisse se reconfigurer rapidement et qui permet d'offrir l'ensemble complet de services aux employés, à la fois en interne et en externe. Donc ça, c'est une stratégie qu'on a déployée dans tous les pays. Quels ont été vraiment les impacts de la crise sur ton parc immobilier? Il s'est vidé assez rapidement. Non, l'impact sur... Il y a deux choses. Enfin, je distingue bien la gestion de crise, qui est une gestion d'urgence, de la réflexion sur ce que nous, on appelle le new normal. Donc, la gestion de crise, bon, effectivement, ça a été extrêmement importante pour nous. C'était vital, comme pour beaucoup d'entreprises. On est passé à un taux à peu près de 15% de télétravail à 95% de télétravail au niveau du groupe. Donc, avec à peu près 240 000 personnes à télétravailler, avec tous les impacts que ça peut poser en termes d'infrastructures informatiques et d'équipements. Les deux grands enjeux pour nous étaient d'abord la sécurité des employés au moment de la crise, donc s'assurer qu'on a mis en place très très rapidement des règles sanitaires assez strictes qui se sont imposées sur les sites et aussi par rapport à nos voyages dans l'ensemble du monde. Puis le deuxième sujet, c'était la continuité business, pouvoir assurer tous nos projets, toutes nos livraisons aux clients, ce qu'on a pu réussir à faire de manière assez rapide et reconnue en fait par nos clients. Ça, c'était la gestion de crise et on est malheureusement encore toujours dans la crise. Le sujet suivant, ce qu'on appelle nous le new normal, c'est comment, sur le long terme, on va opérer dans ce nouveau monde. On pense qu'on ne va jamais revenir à la situation précédente
Et on veut évoluer vers un modèle hybride qui soit un modèle à la fois présentiel et un modèle à distance. Donc, on est en train d'aujourd'hui de travailler, tant du point de vue des contrats de ressources humaines, que des pratiques managériales, que des outils digitaux, que de nos interactions avec les clients, que de notre nouveau space design, sur un modèle hybride où les bureaux et l'immobilier sont plus une plateforme de connectivité et de rencontre qu'un endroit où tout le monde vient tous les jours de 9h à 18h pour faire ses mails. Donc, on va passer, et si j'essaie de m'inscrire en fait un petit peu dans le temps, quand je suis arrivé chez Capgemini, on avait une conception assez traditionnelle des bureaux, très statique, un bureau pour une personne, les gens venaient tous les jours, avec un taux d'utilisation qui était très très faible, hein, puisque en fait, et puis finalement des espaces qui correspondaient plus tellement aux besoins de collaboration, d'échange, aussi aux aspirations des jeunes employés. On est passé à un modèle qui était qu'on a pu qualifier à un moment on voulait créer un home feeling. Donc, voilà, on voulait que les bureaux soient agréables, accueillants, pleins de services et favorisent la collaboration, la coopération. Et je pense qu'on va passer vers un modèle un peu plus d'hôtellerie, si je peux dire, où en fait les bureaux vont être une plateforme événementielle où les gens vont se rencontrer sur des projets, sur des besoins, sur des séminaires, sur des organisations. Donc on va vers un modèle hybride qui nous force à repenser à la fois les services autour de l'immobilier, qui nous force à repenser la manière dont on réserve, dont on utilise de manière opérationnelle l'immobilier. Et la réflexion nous amène assez loin dans la manière dont on manage les gens aussi. Et bien évidemment, notre impact, ce qu'on prévoit, c'est quand même une réduction des mètres carrés, mais des mètres carrés qui vont être différents. C'est-à-dire sans doute avec beaucoup moins de bureaux et beaucoup plus d'espaces collaboratifs, de salles de réunion, d'espaces coopératifs. Donc, si maintenant on fait un focus sur les transformations de l'environnement de travail qui sont en cours et à venir, on entend beaucoup de mots, distance physique, capacité maximale des bâtiments, digitalisation de l'environnement de travail, l'offre de restauration, l'offre de service. Tu as déjà évoqué un petit peu ces sujets, mais quelles sont vraiment les transformations principales en cours et finalement, quels vont être les grands enjeux et les grands chantiers à venir? Là encore, je pense qu'il faut qu'on distingue la situation de crise actuelle, effectivement, ou la distanciation physique. À titre d'exemple, on a divisé par 2 immédiatement les capacités maximales de tous nos bâtiments. Aujourd'hui, on est encore, en fait, le virus se développe à nouveau aux États-Unis, en Europe, donc on est aujourd'hui en télétravail essentiellement. La réflexion, encore une fois, sur le normal, ça va être vraiment des espaces de travail de plus en plus ouverts, flexibles et polyvalents. Hein, donc on oriente, pour le faire simple, on enlève des bureaux, puis on va mettre de plus en plus de salles de réunion et de salles d'interaction, de salles de coopération. Au-dessus de ça, au-dessus de ce nouveau space design, on a une structure digitale très forte, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de transformation digitale pour nos environnements de travail. On ne veut plus distinguer la partie immobilière et environnement de travail physique des parties digitales. Donc, c'est-à-dire qu'on conçoit tout de suite l'ensemble de nos outils digitaux, donc des outils de visioconférence, des outils de téléprésence. On travaille sur des salles de communication immersive, dont le but est précisément d'éviter des voyages inutiles. On travaille sur des outils de collaboration qui permettent non seulement de rassembler les gens qui sont dans la salle, mais ceux qui sont chez eux ou ceux qui sont sur les autres sites. Et donc, on élabore un modèle opérationnel hybride où finalement le présentiel est important, reste là, mais où en fait on a une structure digitale beaucoup plus forte qui nous permet de monter des équipes projets qui sont situées dans différents pays très facilement, ou des gens chez eux, en fait, on distingue plus. Donc, on va essayer d'utiliser et de maximiser au mieux les possibilités maintenant des outils virtuels. Alors, en même temps, on pense que les bureaux vont rester. C'est aussi l'ADN du groupe de penser que les gens doivent se rencontrer, que les gens doivent discuter, que les gens doivent se voir. Ça participe aussi, je pense, de la stabilité psychologique de chacun. Et donc, notre modèle n'est pas un modèle purement virtuel. Ça va être un modèle vraiment hybride. C'est dans ce sens-là qu'on travaille.
Et à l'échelle d'un projet d'aménagement, je pense que ça va intéresser tout le monde. Quelle est l'équation économique finalement de l'ensemble? Parce qu'on voit on a beaucoup de paramètres en jeu. On a le home office, on a une dédensification, on a des réductions de surface. Parallèlement, on a de l'investissement technologique. Pour toi, c'est quoi les grandes briques aujourd'hui qui sont importantes? Quand on regarde en fait un business case global ou à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de grandes plaques géographiques, les grands éléments sont la première, l'optimisation des mobiliers. Une fois, si on va vers un télétravail beaucoup plus massif, il est évident, et on avait déjà vu cette tendance sur les 10 années précédentes, on avait des taux de présence qui tournaient aux alentours de 60 à 70% en Europe, par exemple, avec des variations suivant les pays, mais qui baissaient régulièrement tous les ans. Donc on pense qu'avec un télétravail massif, bien sûr, ces taux de présence vont encore réduire. Donc dans cette logique-là, il y a à l'évidence une réduction des mètres carrés. À l'évidence, une réduction des mètres carrés qui sont utilisés de manière différente. Une réduction des sièges ou j'allais dire des postes de travail traditionnels. Donc ça, c'est le premier effet. Donc ça, c'est un effet en termes de coût qui pour nous, et je le dis souvent, ce n'est pas notre objectif, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans cette transformation parce qu'on veut réduire les coûts, on s'engage dans cette transformation parce qu'on pense que c'est un facteur clé d'attractivité et d'agilité de nos employés, de nos talents et puis de notre modèle au sens large. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Et on pense d'ailleurs que les avantages un peu indirects sont supérieurs aux avantages directs. Donc néanmoins, dans un business case, effectivement, il y a une réduction des mètres carrés. Vous allez avoir une réduction aussi des coûts de voyage qui sont pour les grands groupes comme Capgemini en général assez importants. Et puis, on essaie de transférer ces réductions vers un investissement beaucoup plus concentré sur les technologies, notamment les technologies digitales qui permettent aux gens effectivement d'interagir de manière beaucoup plus naturelle. Technologie de communication, technologie de collaboration, sont deux choses différentes. La communication, c'est des outils qu'on peut utiliser. La collaboration, c'est comment on peut avoir des outils interactifs où les gens peuvent dessiner ensemble, poster du contenu ensemble et interagir comme s'ils étaient un peu dans la même salle. Des outils de dématérialisation, c'est évident que si vous avez des tonnes d'archives, ou si vous avez toutes vos business reviews depuis 2007 dans votre bureau, c'est compliqué de faire du télétravail. D'outils aussi, j'allais dire, de réservation et d'organisation du travail autour de bureaux qui sont transformés. Il faut réfléchir un peu, je vous ai parlé d'hôtelling, dans cette notion d'hôtel. On imagine qu'une équipe projet, vous allez réserver votre bureau, en tout cas un certain nombre de ressources, de salles de réunion, de bureaux, pour 4 jours, un peu comme vous réserveriez un hôtel pour votre famille, avec les places de parking, avec les ressources qui vont autour. Et on se dirige vers ça. Donc, il faut aussi des outils pour ça. Et donc, il faut aussi connecter les bâtiments pour savoir qui est là, qui est présent, l'occupation des bâtiments. Donc, on va avoir des bâtiments beaucoup plus fluides aussi, et qui doivent être connectés et digitaux pour pouvoir gérer ces nouvelles manières de fonctionner. Donc, des investissements technologiques, et puis des investissements aussi sur, finalement, l'équipement à la maison. Dans un modèle hybride où les gens sont à 50% à travailler chez eux, les notions de santé, troubles musculo-squelettiques, lombalgie, enfin, un de nos sujets sur le premier confinement notamment, a été beaucoup les lombalgies en fait. Personne n'était équipé, tout le monde était assis sur des chaises en bois à la maison. Au bout de 8 heures de réunion, tout le monde a mal au dos. Donc, bon, voilà, ces sujets-là, c'est des sujets importants. Donc, on pense aussi qu'il faut que l'entreprise investisse sur chaises ergonomiques, sur des écrans aussi, c'est un aspect de productivité pour nous. On a des ingénieurs, des gens qui développent. On sait que plus l'écran est grand, plus la productivité est meilleure. Et donc, ça, ce sont des investissements significatifs. Donc voilà, ce modèle hybride, c'est sans doute des investissements technologiques, d'outils digitaux, des investissements sur l'équipement à la maison pour les gens qui travaillent à la maison, et une réduction de l'empreinte immobilière et aussi un investissement sur la transformation de cette empreinte immobilière. Alors, il y a tout un volet, puisque je travaille aussi beaucoup là-dessus chez Capgemini, qui est le volet environnemental et empreinte carbone, où ce modèle-là, à l'instar d'ailleurs de la partie financière, il est très intéressant pour l'empreinte carbone.
Capgemini s'est engagé à être carbone neutral en 2025. Donc c'est un gros effort, à la fois sur les voyages, à la fois sur l'empreinte des bureaux, sur la consommation d'électricité de nos data centers. Et bien évidemment, ce modèle-là est complètement vertueux de ce point de vue-là, en termes de transport des employés, en termes de transport entre les sites. Et donc, des deux points de vue, à la fois le business case financier et j'allais dire le business case environnemental, c'est un modèle qui apporte énormément d'avantages et beaucoup plus d'avantages que d'investissements nécessaires. J'ai quelques questions, Delphine. Oui. Je peux? Oui, vas-y. Alors, non, je vais lire la question. Hein. On comprend bien le passage vers le flex office. La question porte sur le fait, est-ce que ça passe sur un flex office à un poste ou une personne au bureau, ou vous avez des bureaux partagés? Comment vous mesurez donc l'occupation des bureaux? Alors ça, c'est une très bonne question parce que il y a pas de règle. Donc Flex Office, la manière dont ça fonctionne chez Capgemini, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a 4 ans. Delphine le sait bien, elle a travaillé avec nous sur ce sujet-là. Par construction et par principe, tous nos nouveaux projets, on en a lancé 200, sont conçus en Flex Office, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de bureaux attribués. Et la manière dont du coup, effectivement, c'est plus compliqué d'anticiper la taille des bureaux. Et en fait, la pratique est assez simple, c'est qu'on mesure l'utilisation. On mesure l'utilisation des bureaux. Puisqu'en fait, en fonction de la nature d'activité que vous pouvez avoir sur tel ou tel site, hein, on agit de manière globale. Donc, vous comprenez bien que sur un centre qui est plutôt un centre de relations clients, d'architectes, de chefs de projet qui est situé à Manhattan, on va avoir en fait une présence sur le site parce que vous allez avoir des gens qui sont beaucoup plus nomades, bien moindre que sur un centre de développement qui est situé à Hyderabad. Mais néanmoins, le FlexOffice fonctionne dans tous les cas. C'est une question on mesure précisément, on mesure l'utilisation. Alors soit de manière digitale, puisqu'on sur nos sites qui sont équipés de manière digitale, avec capteurs, bureaux, salles de réunion, on a des sorties en temps réel, soit de manière manuelle. On envoie des gens qui vont compter les présences tous les jours pendant 2 semaines. Et basé sur l'occupation réelle, on va dimensionner le nouveau projet. Il n'y a plus aucun bureau attribué et on est organisé en village, de manière à ce que chaque service, chaque projet puisse s'approprier l'espace et se retrouver parmi collègues. Ce n'est pas un flex office déshumanisé où vous passez 1 heure sur 8 étages à chercher un bureau libre. C'est vraiment chacun va dans son village et avec des organisations de l'espace qui sont déstructurées. C'est de l'activity-based working avec des postes classiques, des postes moins classiques, des postes de passage, des salles de réunion, des salles de collaboration. Donc, c'est la manière dont on fait les choses. Donc, le dimensionnement, il est empirique. Il est empirique. Et honnêtement, il n'y a pas tellement d'autres règles que ça, puisque ça dépend de l'activité et du mix d'activités que vous pouvez avoir sur chaque site. Très bien. J'ai une autre question. J'imagine que pour vous, quand même, ce n'est pas le plus difficile, mais la question porte sur la disruption et l'éventuelle résistance au changement. J'imagine qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup plus de mal que Capgemini dans le domaine, mais bon, la question est posée. Avec une réponse rapide, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on avance. Si, c'est une partie qui est absolument clé dans cette transformation, parce que c'est quand même un choc. De ce point de vue-là, il y a 2 aspects, je vais essayer de faire rapide. Il y a le changement par rapport aux employés. Honnêtement, ça n'a pas été le plus difficile parce que en allant sur ces nouveaux modèles, vous offrez aussi des bureaux et un environnement de travail qui est plus agréable, qui est ouvert, avec plus de services. Donc, si vous faites les choses bien, avec des villages, avec des environnements qui soient lumineux, le changement et le changement par l'exemple avec les premières transformations ont été extrêmement positifs. On mesure vraiment, nous, l'adhérence de nos employés par rapport aux nouveaux espaces et c'est extrêmement positif par rapport à des bureaux qui sont un peu vieillots, un peu lointains. Donc, parce qu'on a mis beaucoup d'avantages aussi dans ce nouveau modèle. La difficulté, vraiment, c'est plutôt avec le management. Quand vous allez voir un manager, ça fait 20 ans qu'il est là, il a son bureau à lui avec 2 trames de fenêtres parce qu'il a son grade.
et qu'on lui dit explique d'un coup qu'il va se retrouver en open space à partager le bureau avec les employés, là il y a parfois un petit choc culturel. Donc ça a été beaucoup cette explication-là aussi, et surtout dans certains pays qui étaient traditionnellement plus attachés à des espaces fermés. Je pense à l'Europe de l'Est notamment, l'Allemagne, l'Autriche, c'était un petit peu plus compliqué. La France a été d'une certaine mesure aussi un petit culturellement était un peu plus réticente, mais et on l'a fait. On a beaucoup de managers qui comprennent aussi, c'est que c'est une nouvelle manière de manager. La plupart de nos managers sont nomades aussi. C'est aussi une nouvelle manière d'interagir avec les employés. Très bien. Et dernière question, parce qu'elle vient deux fois, pour ceux et celles qui n'ont pas forcément de bonnes conditions de travail chez eux, on peut imaginer en France ou peut-être aussi à l'étranger, est-ce que des solutions alternatives, genre un coworking proche de chez eux, ont pu être envisagées? Comment vous voyez la question? Comment vous avez fait par rapport à ça? Alors, c'est une question qui est récurrente, que j'ai tous les jours. Et la réponse est non. On n'envisage pas effectivement les tiers-lieux. Et pour développer un peu l'explication, le groupe Capgemini en fait a décidé d'ouvrir beaucoup plus au télétravail. Donc on va proposer, plus d'ailleurs que le télétravail, c'est une flexibilité en termes de temps de travail, une flexibilité en termes de localisation. Donc on est en train d'offrir dans tous nos pays des modèles de travail contractuels dans lesquels les gens vont être beaucoup plus autonomes, individuels, à la fois sur leur temps de travail, avec beaucoup plus de flexibilité en temps partagé, temps compressé, temps décalé, en fonction de leur demande et de leurs souhaits pour s'organiser, et en fonction de leur localisation. Donc on offre cette flexibilité-là, mais en contrepartie, on demande aux gens de venir sur le site Capgemini pour rencontrer leurs pairs et rencontrer leurs managers. Je pense que ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Donc dans ce modèle-là, comme on doit investir, on investit beaucoup sur les sites Capgemini, comme vous l'avez dit. On investit sur les équipements à la maison. C'est compliqué en plus de payer sur des tiers-lieux, que pour nous, soit les personnes peuvent travailler chez elles et on offre cette flexibilité-là avec un support à l'équipement. Si elles ne peuvent pas, elles sont les bienvenues sur le site. Mais aujourd'hui, on a décidé, on ne peut pas en plus investir économiquement sur des tiers-lieux qui coûtent relativement cher et qui, au final, sont une sorte de work from home un petit peu déguisé, alors qu'on veut aussi que les gens se connectent. Donc voilà, donc pour nous, l'équilibre, on va le faire entre un présentiel sur site Capgemini de manière à ce qu'il y ait ces liens entre les équipes et le management, et le travail à la maison qui peut être de partout, mais en tout cas sur lequel on ne va pas défrayer des tiers-lieux. Très bien, on va dire que c'est la mi-temps. François Claverie s'échauffe. Merci beaucoup, Vincent. Donc, Delphine, si tu veux présenter davantage François, et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Donc, tout le monde connaît le célèbre journal Le Point, mais François, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'entreprise Le Point? Alors, j'espère que tout le monde connaît le journal Le Point, sinon ça veut dire que je ne fais pas très bien mon travail. Mais bon, on ne perd depuis 50 ans, donc à force, on finit par nous connaître. Alors, vous connaissez l'hebdomadaire Le Point, mais moi je vais vous parler du journal, parce que c'est aujourd'hui comme cela qu'on se présente. C'est tout de même un journal d'information politique et générale, mais au sens d'une organisation qui fait du journalisme, et du journalisme sous toutes ses formes, du journalisme d'investigation, du journalisme de récit, du journalisme d'idées. On aime beaucoup promouvoir les nouvelles idées, voir les idées se battre. Et on fait cela aujourd'hui sur tout support, pas simplement le papier, mais aussi en digital, et principalement bientôt en digital. Et on manie évidemment tous les formats qui existent, l'écrit, mais l'audio, les podcasts, la vidéo, etc. Alors le Point, c'est une marque très forte qui irrigue la société. On fait partie des quelques marques de presse écrite qui touchent plus de 10 millions de lecteurs chaque semaine. Et comment on s'y prend? On a effectivement notre produit qui existe depuis pratiquement 50 ans, notre hebdomadaire, qui est un produit historique, qui est diffusé en France à 300 000 exemplaires. Une gamme de produits d'édition, de hors-série, de titres trimestriels, mais surtout maintenant notre puissance d'audience est construite et fondée sur une plateforme digitale
qui s'appuie énormément et de plus en plus sur notre application. D'ailleurs, c'est toujours marrant de voir que des gens, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, vous êtes un hebdo, mais ah oui, vous avez une application, mais jamais personne ne me parle du site. » Bon. Aujourd'hui, 85% de la consommation des contenus du Point se font en ligne et en mobilité. Alors, l'entreprise elle-même, c'est 60 millions de chiffre d'affaires, hein, donc ça n'a rien à voir avec Capgemini. Hein, c'est une entreprise à taille humaine de 200 collaborateurs permanents. On fait travailler une large communauté de contributeurs en réseau, hein, donc des pigistes, des freelances, etc. Et notre implantation immobilière, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un site dans le boulevard Victor, dans le 15e arrondissement. Comment on gagne de l'argent? C'est un modèle économique qui est assez diversifié. On vit principalement de l'abonnement, de la publicité, de la vente au numéro. Le Point, vous le trouvez chez Marchand de Journaux. On diversifie de plus en plus notre activité avec des événements et la transformation numérique du modèle fait qu'on vend peu à peu, dans des formes très variées, des licences d'accès à nos contenus. Donc, peu à peu, les revenus issus exclusivement du digital commencent à représenter plus de 20% du modèle, mais la transformation d'ensemble de l'entreprise est beaucoup plus avancée que de laisse penser son modèle économique. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quel était ton contexte avant la crise et finalement quelles décisions structurantes tu as dû prendre pour faire face à cette crise et pour accélérer les transformations qui sont déjà en marche? Ouais, alors nous, l'avantage, c'est qu'on était déjà en crise avant la crise sanitaire. Donc ça permet d'avoir on est en permanence préparé à la transformation. Vous savez certainement que la presse traditionnelle connaît une crise profonde de son modèle. Et donc a initié des transformations fortes de son activité depuis une dizaine d'années. On peut à peu près dater l'émergence de l'Internet d'information en France à la fin des années 2000, enfin à partir de 2007, 2008, 2009, on a vu tous les éditeurs se lancer dans les grands programmes de transformation de leurs organisations. Alors nous, on est confronté à 3 types de transformation. La transformation déjà des usages de consommation d'information. Je pense que vous voyez bien comment tous, enfin je parle aux éditeurs, comment vous avez évolué dans votre consommation d'informations qui n'est plus simplement papier. Vous utilisez le mobile, tout ça. Nous vivons une transformation du modèle économique, c'est-à-dire certaines composantes de notre revenu traditionnel s'affaissent, comme la vente au numéro. Je ne sais pas si vous avez entendu parler le Covid a eu raison du principal distributeur de presse auprès des marchands de journaux qui s'appelait Prestalis en 2020. Donc ça, c'est un signe de difficultés fortes dans le modèle économique traditionnel de la presse. Et donc, peu à peu, nous remplaçons les revenus qui s'affaissent par des nouvelles lignes d'activité comme la publicité programmatique, des opérations spéciales en ligne, et puis l'abonnement numérique, c'est-à-dire qu'on vend de l'abonnement 100% numérique et on transforme l'abonnement papier en abonnement hybride, print et numérique. Donc voilà, ça c'est un élément très fort de transformation du modèle économique. Et puis, cette transformation du modèle et de l'entreprise se traduit par une transformation des métiers. Nous avons de plus en plus de collaborateurs qui opèrent sur le digital, soit des gens qui viennent du print et qui sont devenus bimédias, si je puis dire, et des pures expertises digitales. On a une armée de développeurs, on a des UX, des designers, on a plein les nouveaux métiers qu'on trouve dans le e-commerce, dans le digital, sont présents aussi au Point. Alors, voilà, le Point en lui-même n'échappe pas à la règle et aux difficultés que rencontre sa filière. Donc, nous, on a rencontré une érosion tendancielle de nos revenus ces dernières années. Mais on a un cap stratégique qui est clair, qui est le renforcement de la promesse numérique du journal.
et puis la mutation du modèle d'affaires pour tirer de plus en plus des revenus de l'abonnement numérique. Alors, la crise sanitaire de mars, du Covid-19, elle a renforcé notre stress économique. Alors là, on fait les comptes de 2020, on perd un peu moins de 10% de chiffre d'affaires. Alors, dans le fond, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire parce que on a subi une crise publicitaire historique. On a perdu à peu près 20%, comme toute la profession d'ailleurs, de nos revenus publicitaires. Donc on a réussi quand même à compenser. Et puis on se console en se disant il vaut mieux être éditeur de presse que propriétaire d'une boîte de nuit en ce moment. Mais voilà, en tout cas, ça, on l'a dit et vous l'avez dit dans les interventions précédentes, c'est-à-dire que la crise sanitaire est un catalyseur de transformation. Et donc nous, à partir de mars, on s'est posé un certain nombre de questions. Bon, on avait déjà un programme de réduction des coûts, donc on s'est dit il faut l'accélérer. Alors je m'étais intéressé à notre empreinte immobilière, à comment réduire les mètres carrés, tout ça, mais vous savez, un déménagement, c'est toujours compliqué, on avait beaucoup hésité, et puis bon, dans une direction collégiale, on a toujours du mal à se mettre d'accord. Et là, il nous est apparu évident qu'au terme de quelques semaines de confinement, qu'il fallait se projeter dans un nouveau monde. Et nous avions une faculté de restitution d'un étage dans notre bâtiment qui était prévu au bail. Et on s'est lancé dans une renégociation avec le bailleur autour de cette restitution. Donc, on a décidé de réduire de la surface et donc réduire des coûts de fonctionnement. Mais notre grand sujet, c'était de ne pas envoyer un signal de déclin à la fois à nos collaborateurs et à nos partenaires externes. Et donc, l'idée n'était pas simplement de rendre un étage, mais de repenser complètement la vocation du bâtiment, de nos locaux, et avoir un projet. Alors, j'ai compris que dans le jargon immobilier, on parlait des usages du bâtiment, voilà, mais nous, on s'est dit, on va en faire un nouveau lieu sympa, attractif pour nos salariés, attractif pour les tiers. Et alors, notre directeur de la rédaction, du journal, parle de foyer lycéen. Alors, c'est pas tellement corporate comme expression, mais on voit bien ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un foyer, c'est un lieu chaleureux où on se sent bien. Et puis, il a fallu, on s'est intéressé à accompagner l'ensemble de cette opération d'une refonte de l'organisation du travail. On avait déjà testé le télétravail depuis, ça faisait 2 ans, on avait étendu le télétravail dans l'entreprise. Mais on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais de transformer une autonomie des collaborateurs subie, c'est-à-dire qu'on a projeté des gens dans une autonomie, une indépendance totale, et de les mettre dans un nouveau schéma où il y aurait une liberté encadrée du choix de lieu de travail dans le cadre d'un contrat de confiance. Et donc, c'est à cela qu'on s'est attaché, c'est de créer ce nouveau projet local du Point. Le bâtiment s'appelle le Barjac, on appelait ça le nouveau Barjac, et l'inscrire en fait dans le processus de transformation numérique du journal qui était déjà engagé depuis plusieurs années. Et est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le projet de transformation de ton environnement de travail? On a beaucoup parlé de flex office, de village avec Vincent, de taux de partage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et est-ce que tu peux nous détailler la méthodologie que tu as employée pour concevoir ce projet? On s'est mis dans un schéma flex en partant du principe que notre taux d'occupation réel était entre de 0,7 à 0,8. Alors nous, comment c'est petit, à l'instar de ce que décrivait Vincent, nous, on a beaucoup de journalistes, ils sont en reportage, on a beaucoup de commerciaux, ils sont en clientèle. Donc c'est assez, il est possible, les postes chez nous, historiquement, n'étaient pas très occupés. Et on s'est dit d'un taux d'occupation assez partiel, naturel au journal avant la crise Covid, on pouvait accentuer les choses ou améliorer, flexibiliser les choses
en déployant un accord de télétravail qui prévoit, comme dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, 2 jours de télétravail par semaine d'activité, ce qui fait à peu près un peu plus de 80 jours par an. Alors, donc on a modulé le taux de flex en fonction des zones, selon que les gens étaient nomades, semi-nomades, sédentaires. Mais nos principes structurants sont les suivants. On a souhaité mettre en place une organisation complètement physique, spatiale du journal, complètement en ligne avec le fonctionnement digital et transformé notamment de la rédaction. Donc, on en a profité pour mettre l'ensemble des équipes de la rédaction sur un même plateau, qui soit digital, ou qui travaille sur le digital ou le print. D'ailleurs, tout le monde fait la même chose. Enfin, tout le monde, normalement, est censé travailler indistinctement pour le support print ou le support numérique. Nous avons mis la direction numérique, une direction nouvellement créée, qui est une direction transversale qui regroupe data, IT et marketing digital, sur le même plateau que la rédaction, c'est-à-dire que c'est un service la direction numérique travaille au service de la rédaction, donc ça c'est une évolution forte. On a créé un centre de commandement éditorial bimédia au cœur du plateau de la rédaction. On en fait un centre névralgique du journal. Alors c'est ce qu'on rencontre dans les grandes newsrooms anglo-saxonnes ou dans les newsrooms européennes les plus modernes. Donc là, on y a mis les responsables du desk d'information générale online, à la fois de la direction artistique print. On y a mis tous les gens qui sont absolument structurants dans la production éditoriale du journal et qui ont un rôle organisationnel fort. On a veillé, en dépit du flex, à garder des ports d'attache par grands services. Alors les grands services, vous imaginez bien que dans un journal, il y a des gens qui s'occupent de la politique, c'est plutôt des territoires d'information, des thématiques, des gens qui s'occupent de la culture, etc. Donc on leur a laissé, même s'il y a une rotation des postes au sein de chaque service et que personne ne peut s'approprier un poste de travail, maintenant qu'on est en flex, on a gardé des univers dans la maison, étant donné qu'on a le fait que le modèle économique soit très diversifié, qu'on a plein de métiers différents, on garde le sentiment d'attachement à sa corporation, si je puis dire. Et puis, on a prévu tout un tas d'aménagements réversibles, d'espaces variés, des zones où on peut se regrouper, des bulles pour téléphoner. Enfin, tout ça est très usuel maintenant en termes d'aménagement d'espace. On met, pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est assez nouveau. On a abandonné les bureaux individuels, enfin on n'en a que pour les membres du comité de direction, et encore, quand ces bureaux individuels ne sont pas occupés, ils doivent être rendus à la communauté. Bon. Alors évidemment, ça peut créer quelques frictions au départ, un peu d'inquiétude statutaire, on va dire, mais globalement, c'est le jeu. Le jeu, c'est de rendre son bureau. Donc moi, j'ai un poste de direction générale et je rends mon bureau à la communauté. Mes collaborateurs peuvent s'y installer quand je suis à distance. Voilà. On a apporté un soin particulier aux espaces communs. On a un grand lounge de 300 mètres carrés avec des canapés, avec une grande salle où on peut déjeuner. C'est un endroit où on doit se sentir bien. On l'avait créé il y a quelques années, mais on est en train d'y apporter des éléments soit décoratifs, soit des améliorations acoustiques pour rendre ces espaces communs encore plus attractifs. Et puis la dimension RSE du projet est très présente, même dans les choix des matériaux, puisqu'on a fait des travaux importants. Dans les choix des matériaux, on a fait attention à utiliser des matériaux un peu bio, si je puis dire. Alors, je pense que le sujet suivant va intéresser beaucoup nos auditeurs. Quel est ton retour d'expérience après maintenant presque 1 an
Sur l'organisation du travail à distance, qu'est-ce que ça pose comme sujet si on réfléchit management, si on réfléchit ressources, si on réfléchit expérience employée à distance, c'est quoi pour toi ton regard en tant que chef d'entreprise, ton regard? Même si on s'était préparé, au télétravail en déployant un certain nombre d'outils. Alors on a des outils, tous nos outils sont en SaaS, notamment les outils de workflow éditorial, donc ça fonctionne pas mal. On utilise Slack comme outil de messagerie instantanée, on a les suites Gmail, donc on avait commencé à travailler en collaboratif sur des documents, donc ça c'était déjà une logique qui préexistait. Là, il a fallu travailler totalement à distance, full remote, et l'entreprise a réussi à fonctionner à distance et s'est adaptée à merveille. Nous avons encore un taux de présence assez faible au bureau. Je pense que je dois avoir 30 à 40% de l'effectif max. Enfin, ça dépend des confinements, reconfinements, déconfinements, etc. Mais globalement, on voit qu'on arrive à fonctionner dans des conditions plutôt correctes de productivité à distance. Notre projet a emporté plutôt l'adhésion des collaborateurs. Il y a eu une peur terrible du flex, c'est-à-dire la perte du poste de travail. La perte du poste de travail n'a pas été, a généré un peu d'anxiété. Mais maintenant que les salariés sont projetés dans la nouvelle organisation de travail et surtout, pour ceux qui sont venus au bureau, ont vécu un peu dans les bureaux, il y a plutôt une satisfaction d'ensemble. Alors, comme ça grogne toujours un peu, et certains disent qu'ils sont satisfaits du bout des lèvres, mais globalement, ça se passe bien. Alors, on est quand même attentif à des situations sensibles qu'on a dû gérer. Il y a quand même des collaborateurs qui ont du mal à travailler chez eux. Les logements ne sont pas adaptés, manque d'équipement. Voilà, donc tout ça crée des problèmes. Alors, on fait très attention à ça. Et donc, pour l'après, si je puis dire, une fois qu'on aura le new normal, comme disait Vincent, la première chose, c'est oui au télétravail, mais attention mais pas au full remote. Donc, on veut garder 3 jours de présentiel par semaine dans l'entreprise et ne pas créer des mécanismes de capitalisation des jours, c'est-à-dire je viens 3 semaines et on ne me revoit plus pendant 3 semaines. Donc ça, on fait très attention à ça. La deuxième chose, c'est que on s'est aperçu que on pouvait être dans des moments de forte tension. Vous savez, l'actualité, parfois, on doit fonctionner de manière très, très tendue. S'il y a un direct assuré pour un attentat, des choses comme ça, il est parfois mieux d'avoir tout le monde dans la même pièce. Donc, si le télétravail est trop étendu, on peut être gêné dans les moments de forte tension d'actualité. Et donc, il y a des moments où il faudra organiser le retour massif au bureau si l'actualité l'exige. On a vu aussi que le télétravail ne s'improvisait pas. On l'a vu dans le confinement. Il y a un gros travail d'adaptation des pratiques de management. Les managers, je crois que c'est valable mais c'est valable dans toutes les entreprises, n'ont pas encore calé complètement leur rituel managériaux à distance. Et ça, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas qu'il y ait de phénomène d'abandon des équipes ou de délitement du sentiment d'appartenance à une équipe. Il faut éviter aussi l'inverse du délaissement, c'est que la perte de ne pas avoir son équipe sous la main se transforme en micromanagement et on peut rencontrer des dérives de ce type, un management très harcelant parce que on craint que les personnes en télétravail ne soient pas en pleine efficacité. Voilà, donc
le management des individus en organisation hybride doit vraiment être adapté en fonction du niveau d'autonomie de chacun. Et donc, on peut rencontrer des niveaux d'attention différents au sein d'une même équipe. Donc, c'est un sujet qui nécessite, Delphine, tu nous as accompagnés sur ces sujets, et notamment en formation des équipes. Il est nécessaire d'accompagner les managers et les collaborateurs dans la mise en place d'une organisation de travail hybride. Ça me paraît essentiel. Oui, Tony. J'ai deux questions. Une, vous avez donc mis en place un flex office avec définition de zone par équipe. En fait, vous avez parlé d'univers et Vincent a parlé de village. Donc, est-ce que cela fait un espace par service ou par, je ne sais pas, autre critère de regroupement possible? Il y a des zones qui regroupent. On est plus dans le village. C'est-à-dire qu'il y a des espaces en open space qui regroupent plusieurs métiers. Il y a des alcôves qui regroupent un seul et même service. Au sein de la rédaction, vous avez des équipes de 6 à 8 personnes. Ils sont ils ont leur table en bois avec leur bibliothèque autour. C'est le choix qu'on a fait. En revanche, dans les équipes que je gère, de l'abonnement ou la vente au numéro, tout le monde est mélangé dans un grand open space. Donc, ça va du hameau au village à la ville, quoi. Vous voyez, tout dépend de la proximité fonctionnelle de tel ou tel service. Très bien. Et juste pour revenir sur le retour d'expérience, globalement, alors la réponse n'est peut-être pas facile, mais est-ce que vous diriez qu'il y a vraiment un gain, une perte de productivité, d'efficacité? Qu'est-ce que vous en direz par rapport à ça? Non, moi je pense qu'il n'y a absolument pas de perte d'efficacité, il y a même un gain d'efficacité. Il faut juste dompter ce nouvel environnement de travail. On a ajouté quand même beaucoup de technologies. Alors on n'a pas fini, mais je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Vincent, mais il a fallu équiper les locaux de l'entreprise pour un fonctionnement mi-distanciel, mi-présentiel. Donc les salles de réunion sont équipées pour. On a veillé à ce que les salariés puissent travailler efficacement de chez eux, donc on les a équipés d'écrans, de casques, de matériel transportable, choses comme ça. Et globalement aussi, on protège encore plus l'entreprise parce que l'enjeu mi-distanciel, mi-présentiel fait que on a porté une attention très très forte aux failles de sécurité de nos systèmes d'information, aux risques de fraude, ou à la protection de notre patrimoine informationnel. Donc, voilà, on a déployé des solutions de technologie comme le softphone, enfin la technologie téléphonie embarquée, qui fait que maintenant, on n'a plus simplement un parc téléphonique à gérer dans nos bâtiments. Enfin, vous voyez, quand on combine efficacité individuelle, efficacité collective et réduction des coûts. Et pour un salarié, une fois qu'il a compris comment il pouvait s'inscrire dans ce dispositif, si on lui donne accès à distance dans les conditions efficaces aux ressources de l'entreprise, je pense qu'il peut se retrouver dans des conditions de motivation et des conditions de productivité très fortes. Très bien, j'ai une question là, c'est plutôt à moi, mais ça s'adresse à vous deux. Vous avez parlé, François, des rituels managériaux, donc à régénérer. J'ai bien aimé l'autonomie de chacun, parce que chacun n'est pas pareil dans ces situations-là. Mais c'est vrai que le petit mot doux au coin du bureau, on ne peut plus le faire. Donc, est-ce que vous avez des suggestions, des réalisations par rapport à ça? Vincent Oui, c'est un sujet qui est assez vaste en fait. Donc les rituels managériaux passent beaucoup effectivement par de la communication, notamment informelle, mais qu'on se doit d'organiser.
Donc, c'est à la fois des pratiques managériales recommandées, comme avoir des conférences visio-téléphoniques, d'ailleurs, avec ses employés. C'est aussi des espaces de temps informels où les gens peuvent se connecter, se rencontrer et discuter de sujets qui ne soient pas forcément formalisés. Ça passe aussi, on travaille sur des plateformes web qui permettent d'offrir un certain nombre de services ou de salons virtuels aux employés pour se rencontrer, voire sur des domaines d'intérêt. L'idée est vraiment de pouvoir garder un lien humain, même à distance, entre les personnes. Donc un lien humain qui passe par la parole, qui passe par la vision, qui passe par des discussions sur des sujets qui sont connexes au travail, et en essayant d'offrir justement des outils digitaux qui permettent de le faire. Donc voilà, c'est un mélange de tout un tas de pratiques professionnelles, extra-professionnelles, je vais presque dire, des cafés virtuels, ce genre de choses, et d'outils digitaux qui les facilitent. Moi, comme on a peu de temps, je vais vous prendre un exemple. C'est quelque chose que j'ai mis en place, que je n'avais jamais fait de ma vie. Je découvre dans je crois, la Harvard Business Review, enfin une revue professionnelle, une pratique managériale japonaise, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui consiste à, vous savez, les Japonais, ils se réunissent tous les matins dans un bureau, dans une petite entreprise, etc. Tous les salariés se retrouvent dans une seule et même salle. On a les quelques annonces paroissiales du moment, et puis ensuite, il y a un cri de guerre. Voilà. Alors ça, c'est très japonais. Voilà. Et donc, évidemment, je n'ai pas élaboré un cri de guerre pour les collaborateurs du Point, mais j'ouvre sur Slack tous les matins, la journée, en disant bonjour aux collaborateurs. Alors moi, j'ai à peu près 10 patrons de service qui me reportent directement, et je leur envoie un petit mot de 3 à 5 lignes, parfois une blague, parfois une citation, un cartoon, un dessin de presse, parce que forcément on est des saltimbanques, hein, donc voilà, quelque chose qui est traduit l'humeur du moment, et ça peut être très sérieux, c'est-à-dire, attendez, aujourd'hui il y a une échéance, tout le monde sur le pont, on y va, ça, machin, et ça peut être très léger, ça peut être le vendredi, si on a une semaine difficile, un message du genre, bon, on finit la semaine tranquillement, vous voyez, je joue sur différentes cordes pour animer ces équipes. Ça fait quand même 25 ans que j'encadre des équipes, et il a fallu que j'attende d'avoir 50 ans pour me mettre à faire ça. Et j'ai un retour des collaborateurs qui est très très fort. Et ce qui est important, en fait, c'est que qu'ils soient au bureau ou pas au bureau, et moi-même, en fait, je vis entre. Je travaille à Paris, mais je vis à Bordeaux. Et ben, j'arrive à mettre les salariés dans une ambiance continue, quel que soit le lieu où ils sont. C'est un rituel. C'est très bien. Je crois qu'on touche à la fin. Moi, je vois le nombre de participants, donc les gens commencent à partir. Merci énormément. J'ai une toute dernière question, mais je comprends si vous ne pouvez pas répondre. Vous avez parlé, Vincent, de l'empreinte carbone. Comment tenir compte de la consommation de carbone des gens chez eux? Ça me paraît une question assez difficile à répondre, donc on peut en rester là. Là, je vous donne un papier, mais ça se modélise. Non, ça se modélise. On a les chiffres, effectivement, à la fois d'émissions carbone des transports, mais aussi du coût extra de consommation carbone des personnes qui travaillent chez elles, qui est relativement marginal d'ailleurs. Oui. De façon générale, les gens coupent pas l'électricité. Il faut qu'ils chauffent leur maison quand même. Hein. Ils chauffent quand même leur maison. Donc non, on modélise ça. Hein, et effectivement, c'est vrai que l'émission carbone des transports, le fait d'aller au bureau tous les jours est quand même énorme quand vous regardez les chiffres. Surtout là, nous c'est sur tous les pays, mais on a des mégalopoles au Brésil ou en Inde où les gens passent des heures dans les transports, hein, dans les bus ou en voiture. Donc, c'est économisé, quoi. Donc il est clair que le bénéfice net, il est très très positif. Entendu. C'est le mot de la fin. Merci encore à vous deux. Merci à Delphine.
On vous racontera le prochain webinaire FIT et toujours dans l'idée de revenir dans la vraie vie, dans ce nouveau new normal aussi vite que possible. Je vous souhaite tous un bon appétit.